va les récupérer pour les poser. Laissez-moi vous introduire Benjamin Brosma, qui a travaillé pour les logiciels pour les élections aux Pays-Bas et qui va nous parler de son expérience avec les logiciels pour les élections, qui a été aussi acheté pour l'Allemagne, pour les Allemands qui rejoignent cette conférence. Ça va être très intéressant. Donc, il va nous parler de son expérience avec plusieurs élections avec ce logiciel. Donc, applaudissez-le. Donc, 844 jours, 5 élections et au moins 6 incidents logiciels. Disclaimer, je suis toujours employé par le ministère de l'Intérieur, mais les opinions exprimées pendant cette conférence ne reflètent pas la position de mon employeur, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne m'a pas payé pour cette conférence et c'est mon disclaimer. Voici mon profil gouvernemental. J'espère que les confettis resteront après la conférence. Donc, vue d'ensemble, donc l'histoire du logiciel que nous utilisons aux Pays-Bas, c'est OSV 2020. Mes expériences avec les élections et les incidents post-employement et le futur. Donc, la constitution néerlandaise a quelque chose à propos du système électoral. Nous avons une représentation proportionnelle, ce qui est très très bien, et les élections doivent avoir un vote secret. Et tout ce qui concerne les droits des élections est régulé par la loi. Donc les détails électoraux, nous avons une représentation proportionnelle par liste. Nous avons pour les élections nationales 20 districts électoraux, mais les plus grands partis peuvent participer avec plusieurs listes et donc ça n'est pas vraiment utilisé par tous les partis. Donc, la méthode du plus grand reste permet de gérer en dessous de 19 sièges. Et le seuil pour les élections nationales est de 1 siège. Et donc, c'est déjà beaucoup de variables, beaucoup de paramètres que nous avons dans le logiciel. Et on utilise des bulletins papier maintenant, et ils peuvent devenir très très grands, comme vous pouvez le voir ici. Et donc on a aussi le vote par correspondance, par la poste, et aussi à l'étranger, pour les néerlandais à l'étranger. Donc il y a 4 pays à l'étranger qui font les élections un mercredi, et les Pays-Bas en sont un. Aux Pays-Bas, on a un historique avec le vote électronique par ordinateur. Et moi, j'ai déjà voté sur une machine, comme vous pouvez les voir ici. Et grâce à... on a converti déjà cet ordinateur en ordinateur pour jouer aux échecs, déjà, c'est arrivé. Et ça a été banni à une conférence il y a quelques jours à cause de multiples choses, mais une des choses intéressantes qu'ils ont trouvées, c'est que les machines violent le secret électoral. Et ça, malheureusement, c'est dans la Constitution, ça devrait être là. Et ils ont fait un détecteur de partis démocratiques. Ok. Et on peut voir sur les détecteurs depuis assez loin pour quel parti les gens ont voté. Heureusement, ça a été banni en 2009. Mais ce bannissement de ce logiciel a créé le désir d'avoir un logiciel de vote qui gérait correctement les votes de municipalité. Ça a été appelé OSV
et ça a été créé en 2009. Il a été utilisé pendant 10 ans, jusqu'en 2019. Et voici ici une liste des prérequis légaux pour ce logiciel. Ça devrait fonctionner pour toutes les élections. Ça devrait empêcher les utilisations malicieuses, intentionnelles ou non intentionnelles. Ça devrait open source. Il faudrait absolument toujours que ce soit open source. On devrait utiliser des standards ouverts. Ça devrait fonctionner sur plusieurs systèmes d'exploitation, incluant un système d'exploitation open source. L'authenticité du logiciel et des données devraient être vérifiées, devraient être établies. Ce sont des bonnes règles. Je pense qu'elles sont plutôt mieux que... Je ne sais pas ce que sont les règles en Allemagne, mais apparemment, ils ne font pas tout ça. Donc, je pense que c'est mieux. Bon. Les standards utilisés, le standard utilisé, c'est le EML, le Election Markup Language. Et la partie NL, c'est la partie pour le restreindre la partie restreinte qui est utilisée aux Pays-Bas. C'est plutôt verbeux. Ces fichiers peuvent aller jusqu'à 50 mégaoctets sans espace sur une seule ligne pour une municipalité, mais ça se compresse vraiment très bien. Les nombres sont écrits à la main. Ils sont comptés à la main en session de vote et ensuite ils sont intégrés dans ce XML. En 2012, le conseil d'élection pour lequel je vote, je votais déjà pour eux, avec mon pote, et on a créé avec mon ami un logiciel de visualisation des résultats électoraux pour tous les partis, et on parse beaucoup de données, on les cartographie, on les cross-référence entre eux, et en 2014, il y a eu plus de données ouvertes et on les a intégrées dans notre outillage. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de gens qui parsaient ces données électorales en XML parce que c'est un format un petit peu bizarre et les gens ne l'aimaient pas trop, les fichiers sont un peu gros. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de bugs, comme par exemple de la corruption de bits dans les fichiers, des encodages un peu incorrects. Ouais. Bon, du coup, on a eu un peu de contact avec le conseil électoral. On leur a dit non mais s'il vous plaît, réparez-moi ces fichiers parce que voilà. Mais en 2017, ce logiciel a commencé à avoir des problèmes parce que c'est un logiciel de génération de documentaires. Ces documents peuvent devenir très gros, plusieurs centaines de pages, et c'est utilisé pour aider à cette génération. Et nous avons plus de 10 000 stations électorales dans la nation qui envoient à la municipalité ces comptes de vote écrits à la main. Ça augmente de plus en plus à cause des redivisions des districts. Et ces villes vont ensuite entrer les comptes dans le logiciel et vont générer ces très gros documents. Et ils vont ensuite mettre ces fichiers XML sur des clés USB et les envoyer au district. Et des hackers éthiques se sont rendus compte que, en fait, ce logiciel n'était pas si dingue. Il avait des problèmes de sécurité, il avait des failles XSS, il y avait des bonnes pratiques qui n'étaient pas appliquées, en tout cas qui n'étaient pas appliquées de manière rigoureuse. Donc, ils sont allés voir les médias et ça a soulevé des questions problématiques et le ministre a banni ce logiciel quelques semaines avant les élections. Mais le conseil électoral a réagi ouais, mais on ne peut pas vraiment faire des élections sans logiciel. Donc le ministre a annulé cette exclusion, mais a exclu le transfert des données en XML. Beaucoup de districts, à cause de ça, ont raté leur coup, mais plutôt bien, et ont raté des milliers de votes à cause de ça.
à la fin, peu de données ont été publiées là-dessus, et moi j'étais un petit peu ennuyé parce que je travaillais là-dessus, on n'avait pas les données. Que les personnes d'une société de IT a fait un pentest et c'était pas très très joli. Et donc le responsable de l'informatique était membre du conseil et il a trouvé ces trouvailles très importantes que maintenant il a voulu jeter. Et c'est pour ça que maintenant il y a et c'est pour ça qu'il y avait des nerds dans le conseil et maintenant il y a d'autres nerds dedans. Et donc je me suis retrouvé à travailler pour OpenState en 2013 et ils étaient en train de scraper les informations de vote parce que il n'y a pas d'open data de manière centrale et donc j'ai essayé de travailler et j'ai été très agacé par les informations disponibles pour les élections. Donc on s'est rassemblé une groupe d'une dizaine de personnes. On est allé voir toutes les municipalités pour essayer de scraper les informations avant que les conseils municipaux publient les informations et récupérer les infos avant qu'ils les mettent en ligne. Et nous avons été capables de mettre les informations en ligne avant les conseils électoraux. Et donc, j'ai été capable de faire de jolies visualisations. Les journaux ont pu le faire et c'était bien sûr de l'open data, mais devrait être les municipalités qui devraient faire ça et pas une organisation non gouvernementale. Et après 2020, il y a eu le Covid. Mon contrat a été renouvelé. N'ont pas été renouvelés et donc je cherchais un travail et donc j'ai été assez ouvert sur ça sur Twitter. Donc il y a eu un vote sur Twitter sur lequel qu'est-ce que je devrais faire et donc les gens ont voté sur Twitter pour dire que je devrais bosser dans les conseils électoraux et donc j'ai commencé à bosser là et donc j'ai bossé pendant 844 jours. C'était pendant 5 étoiles élections, parce qu'en fait, il y avait les élections pour le conseil dans une île, mais ils n'ont pas utilisé le logiciel. Donc, je ne le compte pas. Et donc, c'est pas dans les erreurs et les mauvaises utilisations du logiciel. Et oui, parce que l'élection dans les îles, les Pays-Bas, c'est compliqué, c'est un kingdom, c'est un pays. Il y a des îles qui sont européennes, il y a des îles qui sont en dehors de l'Europe. Il y a la Hollande. Et alors, l'élection pour les Pays-Bas, mais en fait, le logiciel est uniquement utilisé pour la partie européenne des Pays-Bas. Et donc, il y a aussi, bien sûr, la difficulté d'aller dans les autres mers pour l'implémentation de ce logiciel, mais ça, c'est jamais fait. Et connaître les élections, c'est comme connaître JavaScript. Beaucoup de développeurs pensent qu'ils connaissent JavaScript, mais en fait, ils ne connaissent pas les closures. Et la même chose va pour les élections. Beaucoup de personnes pensent qu'elles connaissent les élections, mais en fait, quand vous commencez à travailler pour les conseils électoraux, vous réalisez que vous ne connaissez pas. Je pensais qu'ils avaient 10, 20 employés pour faire ça. Quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. Et en fait, c'était un groupe, on va dire, minimal, en fait, tout petit. Et il m'a fallu 3-6 mois pour comprendre un peu ce qui se passait avec tous les process. Et c'est pas seul le logiciel, parce que le logiciel n'est pas utilisé pour le comptage, mais c'est tout le processus pour créer le bulletin de vote et toutes les autres procédures autour. Et donc, si on va autour du logiciel, en fait, il y a 3 parties. Les partis vont s'en servir pour créer leur liste de candidats. Et il y a beaucoup de documents qui doivent être signés parce que les candidats doivent signer
pour dire qu'ils acceptent qu'ils sont d'être dans la liste avec dans l'ordre donné, avec une copie aussi de leur document d'identité. Aussi, le jour de la nomination, vous devez aller au bureau des élections et 6 semaines avant et vous apportez votre grosse paquet de signatures. Et c'est là où des fois, il manque une signature et donc vous devez corriger cette signature et sinon, au bout de 2 jours, cette personne sera retirée de la liste. Et donc, dans ce bulletin en papier, il y a toutes les informations sur les personnes, leurs adresses, la liste totale et divers paramètres. Et ensuite, il y a la partie que je connais, c'est la détermination des résultats, c'est-à-dire le comptage et l'identification. Alors, dans ce nouveau logiciel, il y a eu des améliorations qui ont été faites par rapport au vieux logiciel. Avant, c'était une GUI simple utilisateur, en tout cas les deux parties de ce logiciel, et ça a été changé en multi-user. Avant, ça utilisait seulement HTTPS. Maintenant, vous utilisez HTTPS. Bon, self-signed, mais admettons. Plus de hash qu'on pouvait bypasser. Et surtout, c'est plus du SHA-1 maintenant. Et pour la détermination des résultats, maintenant, c'est installé sur un serveur RGP qui va s'éteindre tout seul si l'on connecte à Internet. On va assurer une double entrée et une séparation des rôles. Et les comptes par XML sont maintenant signés digitalement, numériquement, pardon. Donc, cette détermination de résultats, je ne sais pas si des gens ont vu la conférence il y a quelques jours sur les Néerlandais ont acheté le logiciel d'élection allemand qui est été par IVU et ça a été ensuite changé en vote groupe. Ça c'est le plus long nom de fichier là-dedans. C'est très long. Je n'exprimerai pas ma propre opinion par rapport à ce code source. Ou le pattern factory worker context, mais je considère que c'est le code Java le plus maudit de l'histoire. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est un nouveau logiciel, mais qui contient toujours une ancienne calcul de seed, hein, un petit bout de code legacy qui vient du vieux logiciel. Donc la partie extérieure est nouvelle, mais bon, de siège, pardon. Mais c'est une bonne chose, parce qu'il y a une description formelle de la calcul de siège qui a été traduite en une description mathématique d'à peu presque 150 pages. Donc il y a beaucoup de travail là-dedans, et vous voulez probablement pas bricoler avec ça au hasard. Donc c'est une bonne chose qu'il l'ait gardé. 6 semaines avant l'élection, le jour de la nomination, le code source est publié, c'est dans la loi. Ça doit être validé depuis l'extérieur pour vérifier les critères imposés par la loi. Et depuis l'incident 2017, le Conseil électoral a décidé d'inclure un pen test public avec tout ça. C'est pas requis, mais ils le font. C'est bien. C'est une bonne chose. Donc, le problème, c'est que on a un peu un rush en de planning sur la fin, parce qu'on ne peut pas vraiment retarder notre logiciel pour les élections. Donc ça, c'est intéressant. On a les élections municipales, qui étaient simplement des quatre élections locales de redivision de certaines municipalités. Je suis arrivé, j'ai commencé à travailler là-bas en septembre, le processus est déjà en cours, et cette pièce du logiciel était déjà livrée. Et on avait 1 mois pour livrer le reste du logiciel. Il y avait eu des problèmes avec le Covid qui ne nous ont pas encore affectés. Il y a eu quelques petites erreurs avec les documents. Ok. Bon, tout ça, on peut le régler, c'est des petits détails. Mais on avait un plus gros problème. On s'est rendu compte, 1 semaine avant les élections,
que la configuration qui a été générée, il manquait un paramètre. Et c'était le seuil de préférence. Et comme on a un système par partie, si vous êtes sur une liste, mais si une grande quantité de gens votent pour vous, même si vous êtes très très bas, hein, mais si plus de 50% des gens votent pour vous, vous allez sur le devant de la liste. Il y a un paramètre pour ce seuil, et il devrait être dans la configuration, et il ne l'était pas. Le résultat, ça aurait été que toutes les sélections auraient eu des résultats invalides. Parce que si ça se passe dans toutes les élections locales pour presque tous les partis, il y aura forcément une personne pas populaire qui va se retrouver en tête de liste, mais sans qu'on le veuille. Donc ça, c'était plutôt emmerdant parce que, comme je vous ai dit, il faut qu'on patche des systèmes qui sont RGAP. Donc, du coup, on livrait nos logiciels sur DVD scellés en plus. Donc, on devait faire des tests d'intégration complets de nos DVD pour vérifier qu'ils contenaient vraiment le bon logiciel. On devait, en prenant des DVD au hasard, en les ouvrant, en vérifiant, etc. Et on s'est demandé aux municipalités, écoutez, envoyez-nous vos fichiers de configuration, on va vous les patcher, on va vous les renvoyer, vous envoyer un nouveau hash, etc. Bon, ce qu'on a appris, toujours faire un test d'intégration complet. On l'avait pas fait parce qu'on se dit on a notre vieux logiciel, on a plein de test cases pour ça, il fait les mêmes petites configurations. Et ouais, ça marchait pour les anciennes configurations, mais pour les nouvelles, ça marchait pas. Et depuis tout ça, maintenant, on valide tous les XML à l'entrée et à la sortie parce que si on les avait validés, on se serait rendu compte que c'était invalide parce que ce paramètre devait être là. Et maintenant, on a ajouté cette validation en tant qu'une feature du nouveau logiciel. C'était pas remarqué par la validation externe du module de calculation sèche parce que ça, ce n'était pas dans ce module, c'était dans le module d'avant. Et ouais, bon, du coup, c'est un peu tricky. Donc ensuite, on a eu les élections générales en 2021. Et donc, les élections générales étaient en 2021, donc on avait un petit peu de temps avant de distribuer le logiciel. Et le logiciel devait être distribué en décembre, avant Noël. C'est un peu la deadline qu'on s'était donnée. Mais ce module, je vous l'avais dit, utilise UML, mais celui-là ne l'utilisait pas pour une raison quelconque. On s'en est rendu compte que ils ont utilisé du JSON à la place, qui était en allemand. Il n'y avait pas vraiment de spécification pour ça, et il y avait des informations qui avaient fuité. Donc en fait, si on retire des informations, elles étaient encore dans le fichier. Enfin, elle ne collait pas forcément à la loi, et donc il y avait, en fait, ils savaient en tête que ce logiciel tournerait dans le cloud, et donc l'idée était que les données ne changeraient pas parce que ce serait sur le cloud, et donc vu que il y aurait des numéros de sécurité sociale, et donc on ne devrait pas les stocker dans le cloud. Et donc, il aurait dû être en EML, mais vu les délais, on est resté sur ça. Un aspect un peu drôle des choses, c'est que avant que je sois employé, on m'avait demandé pourquoi est-ce que tu essayes d'être embauché ici, et on m'a dit mais tu vas pas développer ici. Oh s'il y a un bug, je peux bien patcher. Ah non, 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 tu vas pas toucher au code. Et 3 semaines après, mon boss me dit, bon, en fait, ce serait bien que tu leur fournisses le logiciel au final. Donc, et donc, on a écrit un convertisseur. On nous a fourni un convertisseur de format de fichier, et
je n'avais pas fait de Java depuis une vingtaine d'années et ils avaient écrit des types d'exceptions un peu horribles et c'était du code qui n'était pas dans les modules, donc il m'a fallu une nuit et demie avant Noël pour patcher ça. Et j'ai rappelé que ce code n'était pas testé correctement. Donc, je me suis dit, bon, ça devrait aller. Donc, on a fourni le code et il a été déployé. Donc, les élections générales étaient en janvier et février 2021. Et donc, on a eu quelques checks préliminaires avec, qui ont trouvé des problèmes avec des codes de pays non mappés. Donc, on a eu 2-3 nouvelles versions par semaine. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça devrait être bon, non ? Et donc, je vous rappelle qu'il y avait 41 parties sur 20 districts. Et le logiciel n'était pas vraiment fait pour ça, pour autant de candidats. Et autre chose était qu'on avait un registre de personnes, on avait une API pour ce registre de personnes, mais il coûtait de l'argent. Et il y avait un parti avec un même nom qui avait été géré 2 fois. Et donc, on s'est dit, on ne va pas payer pour chaque check sur l'API des personnes. Et donc, on allait faire plus d'une dizaine de milliers d'appels sur cette API. Et une chose étrange était qu'on avait un parti avec un nom, le même nom et la même liste qui était gérée 2 fois. Et le logiciel n'avait pas été non plus prévu pour ça. Et donc, on ne devait pas avoir le même parti 2 fois. Et donc, ce parti avait eu un peu un conflit interne avant ces élections. Et donc, ils ont fait quelque chose d'assez intelligent, mais notre logiciel n'a pas pu suivre ces changements. Donc ça, c'est la fabuleuse semaine des nominations des candidats. Donc les politiciens apportent ces boîtes avec tous ces classeurs et les signatures. Et oui, beaucoup de papier. Et bah, ça, c'était mon bureau avec au moins 4 ordinateurs différents, un qui était connecté à Internet, un qui était totalement déconnecté et en air gap. Et c'était, je pense que c'était un parti politique un parti de parti, et ils ont donné un très joli beefsteak, mais tout était inutile. Il n'y avait pas de fichier XML. Et voilà. Mais à cause de ce patch que j'ai fait, nous pouvions quand même faire tourner l'ancien logiciel en parallèle. L'ancien logiciel a généré 772 pages de documentation légale, et le nouveau logiciel avait du groupage par texte. Mais le directeur a trouvé dans le logiciel plusieurs erreurs, qui a trouvé des erreurs générées dans le document, même si c'était OK à l'écran. Et donc, on a décidé de retourner sur l'ancien système autour de 3 heures du matin. Et ensuite, il nous a fallu plus d'1 heure pour sortir toutes les informations de l'ancien système parce que ce n'était pas optimisé pour autant de parties. Et ensuite, il a fallu faire des contrôles. Beaucoup de personnes n'ont pas eu beaucoup de sommeil. Moi, je suis allé chez moi à 6 heures du matin.
Et puis je me suis dit, j'ai oublié d'écrire le mail de communication pour la presse. Et donc je me suis couché à 7 heures pour ensuite me le relever à 10 heures pour voir les médias. Et donc oui, on était une petite équipe. Oui. Et c'était quelque chose comme... C'était assez désastreux. Si on n'avait pas eu le système en sauvegarde et si j'avais pas fait ce patch un peu fou, nous aurions pas eu les bons documents et donc on aurait dû faire manuellement un document de plus de 800 pages manuellement. Et donc, si vous délayez ça, vous délayez l'impression des bulletins papier. Et donc, on ne sait pas trop ce qui se serait passé si ce patch n'avait pas été là. Et donc, on avance. Il y a eu les élections générales en mars. Et donc, il y a eu des publications qui parlaient du fait que ce soit piratable les élections. Ensuite, on a eu encore des erreurs de configuration parce que la configuration a été envoyée à la mauvaise province. Bon, ça a déjà été le cas dans le passé, mais visiblement, on n'avait pas patché ça. Et ça aurait dû être configurable, mais c'était un autre bug parce que, bien sûr, c'était quelque chose qui était hard-codé. Donc, on doit envoyer une nouvelle version encore. Donc, bien sûr, si vous envoyez des DVD, ça veut dire que vous devez prendre un nouveau DVD, l'envoyer par un coursier, etc. Et donc, c'était ensuite autre chose qui n'était pas très cool. Un programmeur a copié tout le code et a mis sur GitHub en disant que c'était CC0 parce qu'il n'y avait pas de copyright. Et on a ajouté un fichier de licence, vous pouvez regarder le fichier de licence, et un sécurité TXT aussi, parce qu'il avait une adresse pour publier les trucs. Et oui, c'est plutôt une bonne idée et on va faire un security TXT pour faire de la publication responsable. Et donc, le problème était que on a dû aussi rendre public ce genre de soucis. Et donc, déjà, on a mal utilisé les fonctions math random. Quelqu'un s'est aussi plaint que l'intervalle de vérification de l'airgap était que de 5 minutes. Et donc, on a publié tout ça. Et ensuite, pour activer le transfert XML, nos fournisseurs allemands ont créé une implémentation brute de Base 64 en utilisant des standards plutôt décents et avec une clé publique et plusieurs clés publiques pour le gouvernement, etc. Et après avoir récupéré les métadonnées de fichiers de signature, on s'est rendu compte qu'il y avait des dates d'ordinateurs fausses parce que le logiciel doit être installé sur des ordinateurs, et on doit installer ce logiciel sur seulement certains ordinateurs, et ils étaient dans un coffre. Et donc, la batterie de conservation de la date était vide. Et donc, quand on doit le démarrer, on doit rentrer une date. Et évidemment, il ne le faisait pas généralement. Et donc, ils ont fait un truc plus ou moins intelligent qui était d'entrer une date après les élections. Et ça aurait pu rendre les choses désastreuses. Et certaines municipalités ont nommé leur municipalité Voting Area au lieu du nom de leur municipalité. Et il y avait une municipalité nommée Nuenen Gervenen Nedervetten. Et
Et le jour des élections, ils ont essayé de corriger leur nom. Et donc, on a eu une magnifique erreur. Donc, la municipalité est connue grâce à leur virgule, et donc ça a fait cracher le logiciel. Et apparemment, vous devez aussi échapper certains caractères. Bon, après ça c'est un petit peu ma faute, c'est moi qui ai designé cette partie-là. Mais bon, ça n'aurait pas été le problème si ils avaient utilisé par exemple de la base 64. Ah bon, bah, on peut mettre les métadonnées comme ça. Bon, très bien. Et donc, j'ai monitoré les élections. Nous sommes tombés sur un bug, enfin des non-bugs. Je suis pas sûr que ça soit arrivé à cette élection ou l'année d'après, mais bon, je crois que c'est à ces élections-là. Ce n'est pas un bug. 1 plus 2 plus 3 égale 5. C'est par design, parce que le papier est garanti, le papier est numérisé 2, et donc l'utilisateur est averti 2 fois. Et donc le document génération généré à 1 plus 2 plus 3 égale 5. Donc c'était un petit peu embêtant. Maintenant, il y a des avertissements un peu plus stricts, mais bon, voilà. Ensuite, le problème le plus gros, c'est ce que vous ne voulez absolument pas. Les totaux des municipalités manquent des bureaux de vote. Et à cause du fichier XML, enfin grâce au fichier XML, nous avons pu trouver, enfin détecter ces soucis. Donc en fait, dans certains bureaux de vote, il n'y avait pas les totaux des votes, et dans certains cas, nous pouvions le détecter avec en le parsant. Et apparemment, tout n'était pas très performant. Dans certaines municipalités, il y avait des problèmes de performance. C'était celle qui avait plus de 200 bureaux de vote, et le logiciel cliquait trop vite, et le logiciel n'arrivait pas à suivre. Bon, ça, on l'a réglé. Hein, parce que c'était clairement pas ce qu'on voulait. Alors, juste le jour avant l'élection, moi je suis allé vérifier si les anciens totaux étaient faits correctement. C'était fait juste quelques heures avant. On a publié les résultats XML le même jour. Donc ça, tout va bien, jusque-là. Ensuite, on a eu les élections municipales le même jour. Donc les élections arrivent plutôt fréquemment, mais on remarque pas trop. Hein. Il y en a au moins 2 par an. Il y a eu les redivisions d'élections pour 4 nouvelles municipalités. On a réglé tous les bugs d'avant. On a rajouté de la signature de code. C'est encore un problème qu'on avait encore. Hein. C'était pas très facile. Ensuite, on a eu l'élection municipale de mars 2022, quand c'était les élections normales, plus Amsterdam, qui était un redécoupage de district, mais qui voulait être sur le même jour que d'habitude. Et on a géré ça très vite, on a géré les résultats très très vite. On a fait quelques plateformes manuelles pour ça, mais on a eu un problème. J'ai fait cette plateforme où on pouvait envoyer des résultats. C'était pas les résultats utilisés dans les réelles élections parce que les municipalités voulaient le faire elles-mêmes, mais pour qu'on puisse l'avoir public sur le site. Et je les ai publiés au moment où ils sont arrivés. Et il y en a qui sont arrivés à 12 heures et je les ai publiés directement. Et puis les maires étaient plutôt énervés le jour d'après parce qu'ils ont dû avoir des conférences de presse où ils annonçaient les résultats. Mais les résultats étaient déjà connus parce que les médias ont oui, mais les résultats sont déjà sur le site web. Donc du coup, bon, ça c'est un peu ma faute. On allait trop vite.
Puis les élections municipales et encore un redécoupage, une redivision de districts. Là, j'ai fait ma dernière contribution de code là-dessus. C'était la vérification d'air gapping côté client. Et alors, c'était pas ce code. Hein, ça, je l'ai mis sur Twitter. Et là, encore une fois, évidemment, quelqu'un m'avait dit ça peut pas marcher. Moi, j'ai dit non, j'ai testé, ça marche. Et alors, ça ne marchait pas selon le standard, hein, mais ça marchait. Et lui, il a eu une meilleure idée d'utiliser WebRTC pour vérifier si on avait une adresse IP publique. Et finalement, c'est ça qu'on a fait. On a changé beaucoup de flux et de documentation pour une nouvelle loi. Et ensuite, je suis parti. Pourquoi? Bah bon, il y avait plusieurs choses. Ils étaient en train de créer un nouveau logiciel basé en cloud qui était créé par Cytel. Il y avait un joli talk là-dessus dans les Security Nightmares qui s'appelait The Zombie That Doesn't Die, parce qu'apparemment ils étaient en faillite, mais ils sont pas morts. Enfin, bref. Des raisons personnelles aussi, il y avait des raisons des managers intérimaires. J'ai essayé de devenir security officer, mais ça n'a pas été accepté par 2 fois. Et il y avait un taux de remplacement des employés plutôt élevé. Et on était très proche d'un burn-out. J'étais pas particulièrement fan de la nouvelle loi qui a été mise en place, des nouvelles procédures pour déterminer les résultats électoraux. Donc après mon emploi, il y avait toujours des bugs. Hein. La première chose, c'est dans la ville de La Hague, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit bon, alors on doit faire des élections sans logiciel officiel. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors avec mon collègue, on est allé à La Hague et on les a aidés parce que alors d'une certaine façon, on a réussi à faire des élections avec différentes règles logicielles et on avait besoin de logiciels pour ça. Donc on les a aidés à gérer cette élection avec des calculs à la main, et incluant une très jolie règle Hawk de 141 caractères hein, qui gérait une partie de cette élection. On a eu un non-incident à cause encore d'une connerie de configuration. Quelqu'un a oublié d'inclure un fichier dans la configuration, mais heureusement, il se trouve que aucun néerlandais non européen n'avait voulu être élu ce coup-ci, donc ça tombe bien, mais ça aurait été un problème. Et après, ils ont changé le processus de distribution du logiciel pendant l'élection générale de 2023 et une élection, pas surprise, mais une élection court terme. Ils ont changé la plateforme. Ça manquait de diversité de plateformes, ce qui a créé un point de failure unique. Il y avait une seule plateforme et un seul mainteneur pour le téléchargement logiciel, l'envoi des clés publiques et l'envoi du XML. Donc bon, je pense personnellement que c'est une mauvaise idée. J'espère qu'ils vont le changer la prochaine fois. On ne sait pas trop quand la prochaine fois sera. Et ensuite, Zerocopter, Martin Startime sur Twitter, a trouvé quelque chose que j'aurais dû trouver moi-même parce que j'étais dans ce fichier d'installation très souvent. Et il s'est rendu compte que notre installeur leakait des secrets d'intégration continue, y compris le mot de passe du Nextcloud que notre fournisseur utilisait pour livrer le logiciel au conseil électoral. Bon, moi j'avais pas vu, lui il l'a trouvé et il a fait il a divulgué ça de manière très responsable, c'était très bien. Et je crois que ce n'était pas présent dans l'élection 2021. Je crois que je vérifiais, donc c'était pas là. C'est plutôt une bonne chose. Le futur. Bon, les logiciels cloud qui sont construits qui sont faits par Cytel ont finalement été annulés, ce qui est une bonne chose. Et un nouveau logiciel qui est développé en interne, qui est open source. Et enfin, ils mettent à jour IML pour avoir des choses plus utiles. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais
Maintenant, le gouvernement actuel veut un nouveau système de vote et on ne sait pas quel système de vote qui sera plutôt basé sur les districts et qui devrait être utilisé pendant la prochaine élection générale. Mais le parti qui propose ça utilise la même liste dans tous les 20 districts. Donc, ils peuvent faire des choses, mais ils ne le font pas. Et bon, ils veulent quand même un nouveau système d'élection. Mes conclusions, c'est que même sans être malicieux, le logiciel pour gérer les élections, c'est difficile. Patcher du logiciel AirGapped, c'est très douloureux. Et on ne devrait pas forcément se focaliser sur le logiciel d'élection, mais plutôt sur le processus de gestion des résultats d'élection. C'est une opinion partagée par pas mal d'autres professionnels du logiciel dans ce domaine. Ce serait aussi préférable que les lois sur les votes ne soient pas changées. Voilà, c'était tout. So now it's time for questions from the audience. We have 2 microphones here and 2 microphones there. Là, c'est le moment de faire les questions de l'audience. Les questions sont là. Le signal Angel a peut-être des questions de l'Internet. Est-ce qu'il y a des questions d'Internet? Oui, il y a une question. Quand les comptes sont faits entrés dans le système, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui valident? Est-ce que les informations peuvent être sorties? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un s'assure que toutes les informations qui sont entrées dans le système soient correctes? Ouais, donc le logiciel a plusieurs règles et l'entrée des comptes doit être par plusieurs utilisateurs. Bien sûr, quelqu'un a facilement triché et a créé 2 utilisateurs utilisés par une seule personne, mais le logiciel ne peut pas vérifier si c'est vraiment 2 personnes. Mais il faut qu'il y ait 2 utilisateurs qui doivent rentrer 2 fois donc l'entrée des résultats. Donc c'est censé être garanti. J'espère que ça répond à la question. All right, I'll go with microphone number 1. Ok, continuons avec le microphone numéro 1. Donc, vous dites que vous utilisez le XML juste avant, et donc il y a un process qui génère tout le process et une vérification croisée. Et comment vous avez implémenté ça avec le JSON? Parce que comment ce process était vraiment standardisé? C'est pour ça que je n'aime pas le JSON, parce que généralement, on peut écrire du JSON schéma, par exemple, qui peut valider le JSON, mais ça n'a pas évolué autant que pour le XML. Donc, pour le XML néerlandais, il y a des outils de validation, mais pour les JSON, je ne suis pas sûr qu'il y ait de schéma pour celui-là. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas le JSON. All right, we'll go to microphone number 3. D'accord. Continuons avec le microphone numéro 3. Oui. Aux États-Unis, nous avons pas mal de controverses depuis le début du centenaire. Il y a des personnes qui poussent pour que ce soit du logiciel open source. Qu'est-ce que vous en pensez? Le logiciel d'élection doit être public. Point barre. Et il ne devrait pas y avoir 40 000 librairies intégrées dedans. Donc, parce qu'on ne peut pas vérifier 4 000 librairies, il faut qu'il reste simple. Que ce soit pour le logiciel actuel ou le prochain. On continue avec le microphone 4 et puis après 1. David Champ a proposé le protocole de signature de vote signé de manière à le protocole de signature caché de manière à pouvoir vérifier que le bulletin a été compté sans divulguer la signature. Donc, en fait, le système de signature cachée. Est-ce qu'on pourrait faire un système comme ça, et comme ça, après, avec un arbre de Merkel, vous pouvez savoir si votre vote a été inclus ou pas? Oui, je pense qu'il peut y avoir un certain type de vérification.
Le, 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 le système de vote électronique pourrait être fait, mais je ne sais pas beaucoup, et beaucoup de personnes savent fonctionne. Peu de personnes savent comment ça fonctionne. Et je pense que toute personne de 17 ans devrait pouvoir comprendre comment des élections fonctionnent d'une certaine manière. Si on fait du vote électronique, oui, je pense que personne vraiment sait comment ça marche. Et c'est pas vraiment idéal parce que je pense que c'est pas vraiment idéal dans cette époque de fausses informations parce que je peux dire que c'est faux et j'ai une preuve parce que vous pouvez pas prouver que le système de vote est correct ou pas parce que personne ne peut prouver comment fonctionne le système de vote. C'est pour ça que je suis pas vraiment un fan de ce système parce que ce système de vote électronique pourrait être fait éventuellement de fonction sûre, mais je ne pense pas que les gens puissent comprendre comment ça marche et donc vous ne pourrez pas avoir de contrôle de manière du vote. Et dans ce process, on a toujours un contrôle dans les votes, dans les stations, dans les bureaux de vote. Et donc, on a énormément de volontaires dans les bureaux de vote. On a plus de 17 000 personnes qui sont impliquées. Et toutes ces personnes savent plus ou moins comment ça marche. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes impliquées dans le fonctionnement du système que dans le vote électronique. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus contrôlé. Microphone 1. OK, microphone 1. Est-ce que vous avez regardé les différents logiciels de vote et est-ce que vous avez un avis sur ce qui devrait être standardisé et ce qui ne devrait pas être standardisé? Le XML, le EML est standardisé. C'est un standard international, l'Electional Markup Language. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant de standardiser. Au moins au niveau européen, pour pouvoir éventuellement croiser les résultats. Selon le logiciel, je pense que ça devrait être minimal et pas forcément être réutilisé. Parce que tous les systèmes électoraux testent leurs règles qui sont différentes, leurs paramètres électoraux. Et ça voudrait dire que si on voulait avoir un logiciel qui fonctionne pour tous les systèmes européens, ce serait très complexe, il y aurait beaucoup de cas différents. Et il est préférable d'avoir un logiciel par pays et qui serait juste utilisé par ce pays. Une autre question au microphone 3. Je suis vraiment content que les logiciels de vote soient disponibles pour pouvoir l'analyser. Et ces logiciels doivent donc supporter le processus de vote. Et est-ce que vous pensez que les comptes des élections doivent être uniquement basés sur du papier ou est-ce que ces logiciels de vote doivent gérer les votes eux-mêmes? Au moins, quand je suis parti, j'aurais voulu dire que l'élection avec gestion des bulletins papier, c'était pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible dans le design actuel. C'est assez dur de rassembler plusieurs centaines de bureaux de vote et même pour un petit nombre de bureaux de vote, les nombres deviennent très élevés. C'est bien d'utiliser des logiciels ou au moins quelque chose, parce qu'on n'a pas de méthode pour le papier pour compter plus de 600 bureaux de vote. Parce que si vous avez 600 bureaux de vote, ce sont 600 bureaux de vote avec des centaines ou avec ces 600 ou 12 000 nombres différents. Et donc, en fait, c'est une très grande matrice. Et donc, si vous faites ça avec sur papier, vous écrivez pas et ça devient très bordélique rapidement. Et donc, vous devez avoir un plan de secours. Et un plan de secours serait d'avoir l'ancien logiciel. L'ancien logiciel parce qu'il est plus ou moins mieux testé et le nouveau logiciel. Et ce qui permet comme ça d'avoir une sauvegarde, un secours logiciel. Et on peut en parler ensuite. Vous avez publié le code sous GitHub et
On a demandé que vous sortez le code de GitHub et on vous remercie pour ça. Mais pouvez-vous continuer avec vos questions? Et on dirait que vous avez deux versions du logiciel. Vous avez donc deux implémentations, une qui est standard, et donc le problème c'est que c'est un peu obscur et que les problèmes sont assez compliqués à corriger, et donc vous avez pas mal de problèmes de processus, donc c'est un maximum local peut-être. OK, peut-être, maybe. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans la publication des fichiers signés et peut-être le faire plus tôt. Another question at microphone 3. Une autre question au micro 3. Est-ce que vous avez un processus standardisé pour gérer des recomptes partiaux ou incomplets des élections? Oui, c'est dans la loi. Oui, ça arrive aussi. Avant que je parte, ça pouvait être seulement si l'assignation des sites pouvait être changée. Donc on va faire uniquement un recomptage des votes parce que c'est tellement un gros bazar que ça doit être compté. Parce que quelquefois on a des maires au téléphone. Je suis assez sûr qu'il y a eu des erreurs ou un raté et on ne pouvait pas vraiment faire un recomptage parce que un changement, une variation aussi petite n'entraînerait pas une variation de nombre de sièges assignés. Avec les nouvelles règles, vous pouvez faire autant de recomptes tout le temps et autant que vous voulez parce qu'il ne peut pas y avoir de doute. Donc là, on est de l'autre côté du spectre et je ne suis pas très content parce que je pense qu'on a juste besoin de recompter genre 20% des bureaux de vote. Et dans ce cas, est-ce que vous pouvez vous garantir que le nombre de fichiers mis à jour est bien rentré dans votre système? C'est une bonne question. Je n'ai pas été impliqué dans ces nouvelles procédures, mais c'est assez compliqué. Je pense que le Conseil électoral essaye d'avancer sur la publication, mais vers 2023, ils n'arrivaient pas à garder le rythme et pour publier les fichiers XML à temps. Et l'année suivante, ils ont réussi à améliorer le truc. Je voudrais vérifier avec le Signal Angel pour savoir s'il y a d'autres questions d'Internet. Non. OK. Ben, merci Benjamin. Un nouveau round d'applaudissements.